Moi, j'ai jamais aimé la littérature policière, ce qui m'intéresse, c'est la littérature délinquante. De son prochain roman, en cours d'écriture, Jean-François Villard dit « C'est l'histoire d'une chute. L'histoire d'un homme qu'on retrouve brisé sur la chaussée d'une rue de Prague. Une défenestration. Prague est la ville des défenestrations. Une chute de quelques étages, une chute d'une 50aine d'années. L'homme s'appelle Julius K. Julius, rescapé de l'extermination des Juifs d'Europe centrale, rescapé de la ville ghetto, du camp de concentration de Térésine, qui fut son lieu d'enfance et dont il a perdu la mémoire. Julius, victime du régime stalinien dans les années 50, dissident après le printemps de Prague. Sauf que Julius était aussi un informateur de la police politique, un mouchard, comme 150 000 de ses concitoyens, un sur 100. L'idée du roman, c'est de partir d'un endroit précis de Prague, en l'occurrence l'angle Parjiška-Rubilkova, à 300 mètres, 400 mètres d'ici, un maximum, et d'essayer de voir, sinon mètre par mètre, mais quasiment maison par maison quand même, de voir qu'est-ce que raconte, qu'est-ce que sollicitent les différentes sédimentations de ce terrain-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans les maisons, les étages, les sous-sols, l'histoire, etc. J'essaie de raconter ça à travers des personnages qui dans certains cas sont fictifs, et même pour l'essentiel ils sont fictifs, mais qui tous ont un rapport quand même assez tendu avec l'histoire de cet endroit-là. Alors ce qui m'intéresse, c'est que c'est quand même pas l'endroit le plus connu de Prague, même si on n'est pas très loin de différents endroits courus par les touristes, qui sont des braves gens comme chacun sait. L'idée c'est d'arriver ici. Alors pourquoi ici? D'abord parce que j'aime bien, parce que j'y ai mes habitudes, parce que j'y fais mes courses, parce que j'y prends un verre, parce que j'y mange un morceau, etc. Bon, donc c'est un endroit familier. On a toujours envie, enfin moi en tous les cas, envie de parler des endroits familiers. Alors comme toujours, quand un endroit m'intéresse, j'ai envie qu'il s'y passe des choses. J'ai envie d'imaginer ce qui pourrait s'y passer. C'est un endroit où j'ai, alors d'une manière très difficilement explicable en fait, l'impression, peut-être parce qu'il y a différents niveaux, il y a des escaliers, la chaussée n'est pas au même niveau que le trottoir, etc. L'impression qu'il y a des espèces de décalage à cet endroit-là précis de Prague qui font que à peu près n'importe quoi peut arriver. Et ces pages que tu me suggères de tourner, et qui peut-être ou peut-être pas seront des paragraphes dans le roman. En général, moi je préfère dire le chantier dans lequel je suis. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment éventuellement on peut, et l'ordre ici est tout à fait aléatoire, comment on peut les mettre en tension, comment on peut bricoler autour de ça. Alors bon, ça peut être aussi des articles de presse, etc. Bien. Alors, c'est vrai que c'est un truc que je manipule beaucoup. Bon, je m'en sers tout le temps, mais l'ordre n'est pas fixé, ça ne correspond en aucun cas à quelque chose qui pourrait être le plan d'un livre. Le crime n'est pas prémédité. Le roman existera, mais il n'est pas prémédité. On prend une image, photocopie dégueulasse, à chier, enfin je veux dire, bon, vraiment aucun intérêt artistique, d'un coin de Prague. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Bon, on prend une photo, on prend un endroit, et essayons de voir sur quoi ça dégage, ce que ça évoque, quelle est l'histoire, qui sont les gens. On va essayer de gratter, modestement, le palimpseste des différents bâtiments qui sont là. On va essayer de creuser le truc. En face, au 132 en lettres rouges et au 4 en lettres bleues,
on connaît les deux manières de numéroter les rues à Prague, hein. C'est la maison de Julie Kafka, la mère de Kafka. Elle habite juste en face. Et là, juste sur notre droite, c'est un ensemble de bâtiments cubistes qui sont parmi les plus représentatifs de l'école architecturale cubiste de Prague. Donc rien que ça susciterait déjà pas mal d'imaginaire. En face, la maison des journalistes au moment de août 68. Ce qui déjà est intéressant parce que les troupes soviétiques, quand elles sont arrivées à Prague, évidemment, un de leurs principaux griefs à l'encontre de ce qu'on appelle nous le printemps de Prague, c'est évidemment la liberté de la presse. C'est ici que, à la suite des premières manifestations étudiantes en 1939, protestant contre l'invasion nazie, c'est ici qu'ont été regroupés les manifestants arrêtés par le protectorat allemand. Donc c'est aussi un endroit très symbolique de Prague, c'est un endroit très, très composite en ce sens-là. En mars 1939, le 15 mars 1939, à 9h du matin, quand les nazis sont arrivés, évidemment pour toute une série de gens, d'abord on le sentait venir, hein. C'est pas arrivé comme un orage dans un ciel serein. Le problème était de savoir que faire. Dans l'histoire que j'imagine, qui est aussi l'histoire, pas de Julius, mais d'autres personnages qui sont en l'occurrence son père et son oncle. L'un est militant communiste, activiste, journaliste, lié au milieu de l'avant-garde. L'autre est architecte, mais plutôt apolitique, plutôt un peu en dehors de tout ça. Mais les deux sont juifs. Bien. Donc se trouve poser le problème de comment dans un régime nazi vont-ils survivre, vont-ils exister dans cette vie-là? Parce qu'attends, les nazis, ça veut dire l'étoile jaune, ça veut dire on n'a pas droit au tramway, on n'a pas droit au jardin public, on n'a pas droit à la piscine, on n'a pas droit à toute une série de travaux et des choses de ce genre. L'un et l'autre, l'un se cache et l'autre est caché. Celui qui est communiste est caché par l'organisation de son parti. Il est pris en charge par l'appareil, c'est-à-dire il est un résistant, mais qu'en même temps qu'on ne lance pas dans la bagarre immédiatement. C'est-à-dire on le met un tout petit peu à l'abri, en sachant très bien que ça va être tellement féroce et dur qu'on garde des troupes de réserve. Il habite ici. Il s'appelle Oscar. Mais il est planqué avec... c'est une planque de luxe, presque. Hein, il est planqué par un appareil. L'autre, c'est le père de Julius, a beaucoup moins de moyens. Lui, il sait qu'il va être traqué en tant que juif, avec sa femme, avec son fils, etc. Mais uniquement en tant que juif. Pour le reste, c'est pas... bien sûr, il est viscéralement opposé au nazisme, mais pas avec les mêmes armes de combat que son frère. Et lui, il se planque par l'intermédiaire d'amis, de relations personnelles, etc., juste en face. Et j'imagine que pendant quelques mois, les deux frères, sans le savoir, étaient dans ce tout petit endroit. L'un planqué là, l'autre planqué ici. Peut-être aurait-il pu se voir d'une fenêtre à une autre, mais ne savaient pas qu'ils étaient dans une telle proximité urbaine, et en même temps leur vie a disjoncté parce qu'ils ne se sont jamais revus. Au même titre que plus tard, ils seront à Térésine l'un et l'autre, mais pas au même endroit. L'un au ghetto, l'autre à la petite forteresse. C'est-à-dire si loin, si proche, quoi. Pour reprendre l'expression utilisée dans un film que nous aimons tous très bien, Wenders. Donc, ça me plaît. Ça me plaît aussi avec une certaine forme de douleur, hein, parce que je suis absolument convaincu que ce genre d'événement a existé. Mais je sais que ça s'est passé là. Donc, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, 50 ans plus tard. J'ai pas du tout envie d'écrire à blanc. Donc, voilà.
Alors, le roman noir, c'est quoi, à mes yeux? À mes yeux, à moi, pas en tant que théorie du roman noir. C'est quelque chose, comme texte, qui essaye d'appréhender, d'affronter, de scoltiner le réel. Et plus précisément encore, même si d'un certain point de vue ça pourrait paraître plus large, c'est l'état des lieux qui m'intéresse. J'ai envie de prendre en compte, éventuellement d'en être l'arpenteur de l'état des lieux. Alors je raconte ça. Certains collègues, écrivains, pensent qu'à travers les romans, on peut dévoiler, dénoncer des choses. Moi, pas du tout. Hein. Vraiment, moi, pas du tout. Bon, moi, simplement, ce que je fais, c'est exactement ce qu'on fait ici, c'est-à-dire quelquefois changer l'optique, changer l'éclairage. Et quelquefois, en changeant l'éclairage, bien évidemment, c'est normal, on voit d'autres choses. Julien Gracq, dans la fiction, tout doit être fictif. C'est une jolie phrase magnifique. Mais moi, je pense exactement l'inverse. On peut vérifier que dans mes bouquins, même les personnages fictifs ont un répondant absolu dans la réalité. Alors, par exemple, dans le bouquin que j'écris en ce moment, bon, c'est un bouquin qui se passe dans un pays qui n'est pas le mien, la République tchèque maintenant, l'ex-Tchécoslovaquie, il y a un certain nombre de personnages qui me laissent quelquefois, quand je les appréhende, quand j'ai envie de les rencontrer, quand j'ai envie d'aller à leur rencontre, parce que je les rencontre aussi, mes personnages. Eh bien, il y a aussi un travail de défrichage pour savoir, au fait, d'où il vient celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, ou qu'est-ce qu'il a pu faire, ou qu'est-ce qu'on peut le suspecter d'avoir fait. Et ça, il faut vraiment aller sur le terrain, compulser des livres, des archives, et j'ai envie de savoir quelle aurait pu, ou quelle a été, sa vie réelle. Mon narrateur préféré, Victor B. C'est quoi? C'est un type qui a, grosso modo, mon âge, hein, on peut pas bluffer avec ça. On se connaît bien, quoi. On est même plutôt intime. Bon, ce qui est une manière de dire que probablement, et sans en faire du tout un phénomène générationnel, parce que ça ce serait dégoûtant, mais probablement il a été assez marqué par 68 et toute la suite aussi, hein, enfin toutes les révolutions déçues. Lui, il est photographe. Bon, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans l'événement et à la lisière de l'événement. C'est pas un enquêteur du tout. Hein. Ça veut pas dire qu'il n'est pas en quête de quelque chose, mais bon, il aime les chats, mais donc il habite chez des chats. C'est un petit trait commun qu'on a lui et moi. Il fait de la bicyclette, non pas du vélo, il fait de la bicyclette. Et il s'en sert beaucoup. C'est un piéton, c'est un flâneur. J'aurais tendance à dire que c'est un flâneur frénétique. C'est-à-dire que là aussi de la flânerie comme mode de vie, quoi, et aussi bien sûr comme mode de pensée. Il se protège pas trop. Parce que c'est un type plutôt passif, donc il se déglingue. Alors évidemment c'est pas un héros. Mais j'aime bien que ce soit quelqu'un qui soit atteint, même si par ailleurs il est injoignable. Injoignable de quelque manière que ce soit. Voilà, bon, pour le reste, ses manies, ses caractéristiques évoluent de bouquin en bouquin. C'est vrai que, de fait, il prend de moins en moins de photos. C'est vrai qu'il est passé du bourbon à la vodka, et c'est vrai qu'il a de plus en plus tendance à quitter Paris pour aller à Prague. Mais là, j'ai l'impression de raconter une autre histoire que celle de Victor Blainville. Je crois qu'une ville se définit en tant que vraie ville à partir du moment où elle a su, soit volontairement, soit involontairement, se doter de
passage, c'est-à-dire de ligne transversale. Une ville, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'affiche et quelque chose qui a des secrets. Or, le passage est le domaine du secret. Or, le domaine du secret, c'est le domaine du sentimental, c'est le domaine de l'amour, c'est le domaine de la passion. Toutes les villes ne sont pas fréquentables parce qu'elles n'offrent pas toute cette possibilité-là. C'est pour ça que cette ville est tellement formidable, et c'est pour ça que je l'aime tellement. C'est-à-dire, elle a à la fois prévu l'ordre et le désordre, le marché droit et le boitage. C'est ici, quand je marche, quand j'invente, quand j'imagine, quand j'écris, quand je te parle, que je suis dans ma vérité. Cette ville sollicite en permanence. Une ville, c'est fait pour servir. Eh bien, on va devoir appréhender ce que Prague nous offre. Nous offre. Autrement dit, comment cette ville nous parle, comment est-ce qu'elle nous regarde. Et alors ça, c'est pour ça que j'y suis le plus souvent possible, c'est le rendez-vous majeur. En fait, qu'est-ce qu'on se dit entre amants quand on s'aime vraiment? C'est où tu veux, quand tu veux. Eh bien, je ne connais pas une ville qui ait autant que Prague en tous les cas, qui ait le talent de dire à ce point-là, où tu veux, quand tu veux. Cette ville sait le faire. Paris ne sait plus le faire. Les autres villes, je m'en fous, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Il y a à Prague un sculpteur que j'aime beaucoup, Šalaun. Šalaun, Vladislav Šalaun, un disciple de Rodin, a conçu, a imaginé beaucoup de statues dans la ville de Prague et qui sont, la plupart du temps et souvent, en tous les cas, des statues de femmes. Il avait un immense intérêt pour la fatigue, l'usure, la cassure, la voussure des corps. La manière dont il voit la vie, c'est-à-dire dont il voit les femmes, me plaît bien. Alors voilà, Prague, c'est ça. Ça m'offre tout. Cette vie-là, et c'est la seule, ne m'a jamais déçu. Des moments de la nuit où on sent vraiment la ville, son histoire aussi, qui vibre, et puis évidemment les inventions qu'on fait là-dessus. Ça, c'est des trucs qu'à Prague j'ai senti, mais j'ai compris la nuit dernière. Oui. Moi, j'avoue que je suis saisi, mais c'est peut-être une forme de vibration après tout, par les silences de Prague. C'est-à-dire que soudain, c'est comme si tout s'était arrêté. Je ne sais pas depuis combien de jours, ou de siècles, ou de secondes, mais c'est vrai que c'est un silence parlant, donc vibrant peut-être, mais moi je le sens comme une sorte d'arrêt. Tous les bruits sont étouffés, toutes les manifestations extérieures, en tout cas de la vie, me semblent étouffées, et ça peut arriver en pleine ville, sur une station de tramway, ou à un angle de rue, devant un parc, ou même devant une rue très passante, qui soudain se tait pendant une seconde ou 10 minutes. Et je trouve ça très impressionnant à Prague. On tombe dans des abîmes, dans des fossés de silence à des moments très imprévus. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et admets qu'à Paris, c'est rarissimo d'avoir ce genre de possibilité. Ça arrive parfois, hein. Oui. Mais moi, ça a fini par me faire peur, ces silences, et je préfère le frémissement permanent de Paris à ça, mais ça, c'est ma parenthèse personnelle. Je préfère les deux, me sont sans doute nécessaires, mais tout n'est pas à profondeur à Prague. Je veux dire, les fossés de silence, c'est aussi là
un appel de la mort, très, très fort, ou pire que la mort peut-être. Côté mort-vivant, tu l'as jamais senti après? Si, mais c'est ce qui me plaît. C'est ce qui te plaît. Prague, c'est une petite ville. Beaucoup de choses se sédimentent depuis des siècles et des siècles. C'est comme ça. Donc, elle suscite de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller voir de plus près, quelquefois, ce qui s'est passé, à quelle période. Et donc, il y a un vrai travail à partir du moment où, rêvassant, ou flânant à un endroit quelconque, on se pose la question, mais une question innocente, pas du tout une question d'historien ou de spécialiste. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et éventuellement, qui y était? Qui l'a fait? Quels ont été les actes posés? Quelquefois les crimes aussi, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut y aller voir de plus près. C'est-à-dire essayer de glaner, ce qui nous tire aussi du côté du roman noir, des indices, quoi. Je me dis qu'entre le 9 novembre, où il y a eu un attentat manqué contre Hitler à Munich, donc période de répression dans tous les pays contrôlés par le Reich, même par les nazis, si le 11 novembre on arrête Milena, qui fut la compagne de Kafka, en tous les cas la compagne épistolaire de Kafka, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a un rapport. Quand je lis, c'est tout bête, c'est l'écran qu'on a sous les yeux en ce moment, que le 28 octobre, les premiers qu'on voit de juifs tchèques partent vers Lublin, ça m'intéresse, parce que comme j'ai un petit peu envie, et ça je le sais déjà, de m'intéresser au ghetto de Térésine après, ça me dit des trucs. Bon, 11 novembre, on est en période de répression, il y a eu des manifestations étudiantes contre les nazis. Je vois que Jan Opletal meurt de ses blessures, le 12 novembre. Je vois que la nuit du 16 au 17 novembre, il y a une mobilisation étudiante importante, très importante, et que le 17 novembre, les nazis répriment, mais comme des fous, ces manifestations étudiantes. Ça s'est passé en grande partie essentiellement dans le quartier où nous sommes en ce moment, du côté de la rue Bilkova, tu vois bien. Alors, bon, c'est un petit fait historique, un épisode de l'occupation nazie à Prague pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas bon. Sauf que, télescopage des dates, et voilà, évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe le 17 novembre, pour commémorer l'événement? Disons, par exemple, en 1989. Il y a des étudiants qui se disent, ça serait peut-être pas mal si on commémorait ça. Ils descendent dans la rue. Un mois après, Václav Havel est président de la République. Toutes les informations comme ça qui nous viennent et dont on sent très bien qu'elles ont à voir fondamentalement ensemble, qu'il y a des liens, des ponts, des articulations à trouver, c'est peut-être aux romanciers, aux gens qui font de la fiction, d'aller y voir de plus près. Parce que nos amis politiques, nos amis sociologues, nos amis journalistes, finalement, à quelques exceptions près, il y en a bien sûr il y en a, ne nous disent pas grand-chose. C'est un de ces hasards qui, moi, me bouleverse. Et je me dis, quand je le raconte, on ne va pas me croire. Une des premières fois où j'allais à Térésine, camp de concentration, j'y allais très bon comme ça pour voir à quoi ça ressemblait. Le camp, le ghetto, la petite forteresse, enfin bon. Et j'étais quand même très éprouvé par ça. Enfin bon, c'est-à-dire donc j'étais porteur de au moins tout ce que les gens qui y sont passés ont dit. J'ai passé plusieurs heures comme ça. Et je rentre ici à l'endroit où nous sommes là, au moment où nous conversons. Et ben, j'ai le réflexe de n'importe qui, j'oserais dire n'importe quel Tchèque, vers 19h30, fait, c'est-à-dire il met les actualités. C'est-à-dire il écoute la télévision, il y a une télévision qui est là à 3 mètres d'ici, et en arrivant, en enlevant mes souliers, en enlevant mon blouson, en posant mon sac quelque part, je mets distraitement les actualités télévisées.
il y avait vraiment ce soir-là deux choses. La démission de Václav Havel, premier titre, et deuxième titre, les camps qui étaient à l'époque, les camps de Omarska, en ex-Yougoslavie. Et imagine ça une seconde, je sors de Terezín, camp de concentration, donc avec l'idée commune européenne qui est en gros plus jamais ça. Quand on voit la gueule des gens, quand on voit les barbelés, quand on me dit c'est pas un camp de concentration, bon, d'accord, ok les mecs, vous êtes journalistes, mais moi je suis romancier et j'ai envie de parler de ça. Parce que je viens de cette mémoire-là, c'est Terezín, et deux, parce que c'est ce qu'on balance à la télévision, et ça c'est vous. Au milieu, maladroitement probablement, avec beaucoup d'incertitude et de maladresse. Moi, en tant que romancier, j'ai envie de traiter de cette petite faille entre l'histoire et l'actualité. Là, j'ai commencé tout de suite à écrire quelque chose qui peut-être un jour ressemblera à un roman. Moi, j'écris ici, pour l'essentiel. C'est-à-dire, j'écris ici ce qui est la matière du roman en cours, du chantier en cours. En général, je dis chantier. J'écris ici, pourquoi ? Pour les raisons qui font que cette espèce d'environnement n'est pas purement gratuit, et que c'est pas simplement la volonté d'accumuler des livres ou des objets bizarres. J'écris ici parce qu'ici je la paix, parce qu'ici on ne me dérange pas, parce que ici le bruit de la rue qui existe réellement me dérange pas trop, et parce que c'est un tête-à-tête avec l'instrument qui me permet de travailler. Maintenant c'est un ordinateur, avant c'était une Underwood, je veux dire, il y a pas il y a un petit fétichisme, mais pas trop finalement. Oui, j'écris ici parce que j'ai les choses dont j'ai besoin sous la main, aussi bien en tant que renseignement qu'en tant que stimulant. Alors j'écris quand ? J'écris la nuit. J'écris la nuit comme tout le monde. Enfin, comme moi. Dans les rythmes, c'est vrai que j'ai tendance, mais je me demande bien qui ça peut intéresser, à accumuler jusqu'à minuit et accumuler, c'est-à-dire lire des livres, des journaux, voir des gens, recevoir le monde. Et en gros, à partir de minuit, 1h du matin, là où la vraie nuit commence. Avant, c'est pas de la nuit, c'est de la fin d'après-midi presque. C'est là où vraiment l'expérience que j'ai, parce que j'ai mis du temps à le comprendre, ça, que ça devient bon, que ça y est, c'est mûr, quoi. Longtemps, j'ai cru que, en se mettant à travailler à 9h du matin ou à 2h de l'après-midi, etc., il fallait, d'une manière entêtée, essayer de sortir des choses. Ce que j'ai fait pendant des années, je l'ai fait. C'était pas bon. C'était tout simplement pas bon. Je dis pas que ce qui sort la nuit, c'est bon. Non. Je me relis vers 10h du matin, 11h du matin. Quelquefois, c'est plus ou moins réussi. Mais en revanche, ce qui est sûr, mais encore une fois, qui est-ce que ça intéresse ? Ce qui sort à 15h, c'est vraiment nul à chier. Donc voilà, il suffit de s'y faire et d'organiser son travail. Mais tout ça n'a rien de théorisable, c'est des trucs absolument personnels. Évidemment, il est honnête de dire que si je suis cohérent, c'est plutôt la nuit que se passent des choses importantes. Donc il y a des nuits où je préfère être dans la rue, dans un rad ou je ne sais où, soyons discrets. Mais de toute façon, c'est en rentrant donc dans la foulée de la nuit que le produit romanesque ou littéraire de la nuit sera fructifiable. C'est-à-dire que ce qui est, c'est vrai, un peu une dérive ou une déglingue, dans tous les cas quelque chose qui ne correspond pas au schéma habituel de vie, où on se couche après Foucault-Sabatier, quoi.
Et puis c'est tellement bien le dernier vers, hein, dans le dernier rate pourri de la place de la République de Pigalle, ou je sais pas quoi, le Montparnasse. Mais quand même, au bout du compte, il y a les 3 ou 4 pages, 3 ou 4 feuillets, comme on dit, par jour, quoi. Et c'est pas seulement du temps. Bien sûr, bon, là le temps, je viens en gros d'en parler, le rythme, c'est aussi de la fatigue. J'ai l'impression, encore une fois en ce qui me concerne strictement, que le bon, le meilleur peut-être même, de l'écriture est lié à la fatigue. C'est-à-dire que la fatigue n'atténue rien, au contraire c'est un stimulant. La fatigue, mais l'épuisement, l'usure aussi. Moi, j'ai un petit peu tendance à fonctionner à ça. Il y en a qui fonctionnent aux amphétamines. Moi, je fonctionne plutôt à la fatigue, à la surcharge, enfin, etc. Bon, c'est comme ça. Tes livres, je les reçois effectivement comme une lettre. Oui. Tout à fait. Oui, oui. Et surtout dans le roman. Le roman, il n'y a pas de miracle, tu sais, Michel. C'est une manière de donner des nouvelles aux autres. Bon. D'abord, a priori, pour 2, 3, 4 personnes. Bon, s'il y en a 10 000, c'est encore mieux. Hein. S'il y en a 20 000, on est absolument ravis. Mais c'est vraiment un moyen pour faire ça. Donner des nouvelles de là où on en est, c'est du courrier, d'abord. Donc, c'est une histoire qu'on raconte et... J'aime beaucoup cette idée de donner des nouvelles. Ça peut prendre 300 feuillets, quoi, hein, peut-être. Mais pour moi, ça m'est adressé personnellement. Je peux avoir des nouvelles de Jean-François régulièrement. Là, on est plutôt dans une période où on se voit de temps en temps, on se parle de temps en temps. Et néanmoins, ce livre qu'il va m'adresser à un certain moment, le prochain, ça sera une adresse particulière. Autre chose qu'une lettre. Autre chose qu'un coup de fil, autre chose qu'une parole échangée. En ça, il y a effectivement, il y a adresse, voilà, vraiment adresse. Grosso modo, c'est quoi le roman? Je crois me souvenir qu'une fois, on en a débattu dans cette librairie à peu près à cette place-là. Hein. Toute littérature est une littérature de genre, ce qui est vrai, bien sûr, bien sûr. Avec des archétypes. Mais c'est aussi une manière d'avancer dans la rue, d'avancer dans l'histoire, et éventuellement d'avancer dans la politique. Moi, je ne dissocie absolument pas. Il ne me viendrait pas une seconde à l'idée de penser, peut-être que je me trompe, parce qu'on est évidemment le plus mauvais lecteur de soi-même, il ne me viendrait pas une seconde à l'idée de penser que, par exemple, d'abord, j'ai été militant, responsable politique, permanent politique, etc., et qu'après, tiens, à un moment donné, l'âge venant, sur les coups de 35 ou 40 ans, je dis, allez, allez, je vais écrire. Est-ce que tu crois que j'arrête de faire de la politique depuis que j'ai écrit des livres? Bien sûr que non. C'est pas des espèces de cartes comme ça, tu vois. Quand tu dis ça, tu dis écrire un livre, c'est aussi de l'engagement, donc. Ah, pour moi, absolument. Mais un engagement dans la vie, pas un engagement spécifiquement dans la politique. C'est ça, un engagement, c'est être une personne dans la vie. C'est occuper sa place dans le merdier, quoi, dans le monde, bien sûr. Ce qui m'intéresse, et d'un certain point de vue, ce qui me fonde, c'est le dadaïsme et le surréalisme. Il y a eu des tentatives, on pourrait dire des velléités, mais je crois que c'était de vraies tentatives. C'est aussi une vraie illusion. Voilà, l'illusion était ça, que les avant-gardes, disons, culturelles, hein, artistiques, pouvaient rejoindre et fusionner les avant-gardes politiques. Alors, et c'était une volonté de part et d'autre, hein, en plus. Bon, c'est une volonté de part et d'autre. Enfin, du moins, les éléments les plus éclairés de part et d'autre. Ou les plus fous, hein. Alors, là où se sont manifestées le plus les choses de manière tangible, et celles qui font l'histoire pour un peu tout le monde, hein, finalement, c'est le surréalisme et la révolution. Alors, il y a eu un moment très curieux,
très passionnant, qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré quelques mois, où ce siècle a eu, à mon avis, sa chance. C'était en 1938. C'était en 1938, c'était la rencontre rencontre mythique, sauf qu'elle a été réelle, entre Breton et Trotsky à Coyoacán, au Mexique, qui a donné lieu et matière à un manifeste qui est resté célèbre pour un art révolutionnaire, indépendant, etc. Qui en gros se résume en une phrase qui est restée célèbre, c'est toute licence en art. Là, on a deux vrais révolutionnaires. Un sur le champ de la politique, mais qui sait lire, et un autre sur le champ de la poésie, de la littérature, etc. Mais qui sait faire de la politique aussi. Et ça se rencontre. Et ça marche pas si mal finalement, sauf que, à un détail près, c'est le nazisme. Tout le monde est laminé, Trotsky se fait assassiner, et Breton est forcé à l'exil. Ma capacité à parler avec mes contemporains repose sur ça, cette espèce d'épopée. Hein. Trotsky, Breton se sont rencontrés. Alors le boulot c'est ça, tu vois, c'est d'aller reprendre des vers avec les copains. S'il y a quelques décennies qui nous séparent, c'est pas grave. Un des personnages de ce roman est un architecte. On a, dans notre nomenclature habituelle, l'habitude de catégoriser le roman, le gothique, la Renaissance si on veut, le baroque disons. Et puis on oublie quelque chose, qui est vraiment ce qui est dans notre immédiat, c'est le concentrationnaire. Le concentrationnaire, c'est Drancy et Drancy. C'est Drancy en tant que camp de concentration, mais aussi en tant que HLM. C'est les deux. Alors, dans mon roman, Térésine est un endroit qui m'intéresse beaucoup. Tu sais pourquoi? Bon, d'abord parce que ça n'a pas été conçu comme un camp de concentration, contrairement à Auschwitz, contrairement à plein d'autres. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui es un architecte défroqué? C'est sacrément difficile parce que quand tu vois que Drancy, le même édifice. Donc, premièrement, concrétisation d'utopie du logement social fondée sur un contrat social fantastiquement bon. Tu vois, des mecs gentils, quoi. Hein, la SFIO. Gentils. Ils veulent du bien. Des gens, ils veulent du bien. Ils veulent du bien. Et puis, boum, 40, bon, on connaît l'histoire. Et c'est là où il y a une espèce de ruse maligne. Tu vois. Il fallait rassembler des gens avec toutes les saloperies qu'on connaît, hein, les gamins, tout ça, la délation des voisins de palier, tout le merdier. Et aujourd'hui, il y a des gens de 20 ans, toi, qui bandent un peu et qui habitent ça. Et ça t'est tout repeint bien en blanc, avec des belles plaques en émail, etc. Et t'es là, et tu regardes ça à la télévision, et tu vois un lieu... allez, on va jouer un petit peu dans le pathos, qui est fait de sang, quoi, qui est fait de peur, qui est fait de trouille, qui est fait de caca, qui est fait de pipi, qui est fait de... Tu sais, un truc qui est pire que le caca et le sang, c'est la sudation de la lymphe, tu vois. C'est des choses qu'on n'avoue pas, tu vois. C'est-à-dire la peur, la vraie peur existentielle, c'est la vie qui sort de toi à ton insu. C'est la terreur, tu vois. Tu vois. On peut détourner tous les édifices, et c'est la perversion. Et tu as raison, il n'y a que le roman qui le dit, il n'y a que l'écrit qui peut le raconter. Hein? Et c'est pas une promenade, hein? J'imagine. Ici, c'était le ghetto. Julius
Lui était là tout enfant. Et il a vécu le temps de la guerre. Il a été sauvé. Il a failli mourir, mais pas à cause d'un convoi problématique, à cause de la maladie, quoi, enfin, de malnutrition, typhus, etc. Mais il s'en tire quand même. Et il se passe quelque chose de très curieux, qui est historique, enfin c'est pas un truc que j'ai inventé tout seul, hein. C'est que au moment de la libération, donc ça nous met ça en mai 1945, hein, c'est très tard, quand on voit la chronologie de la guerre, ce camp a été libéré extrêmement tard par l'armée rouge. Il a deux caractéristiques, Julius. Un, il est devenu totalement amnésique, c'est-à-dire il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé ici, de ce qu'il a vécu, de ce qui s'est passé, etc. Et il parle couramment 6 à 7, peut-être même 8 langues, parce que ici c'était évidemment un grand lieu de cosmopolitisme, il y avait tout ce qu'il y avait de juifs en Europe centrale. C'est une plaque tournante, hein, Thérésine, il faut le comprendre comme ça. C'est un rôle et on passait avant Auschwitz, en gros. Et il a par absorption, par contamination, appris comme apprennent les enfants. Bien, très facilement, toute une série de langues. Mais il lui arrive cette chose étrange, lui est totalement amnésique. Donc, peut-être aussi par décence, hein, de ma part, dans ce que j'essaye d'écrire, je vais évidemment pas m'imaginer à Thérésine. Je ne vais raconter que, finalement, ce que c'est Julius, c'est-à-dire le récit de ceux qui, eux, malgré tout, se souviennent de ce qui leur est arrivé, comment ils ont vécu, comment ça s'est passé ici. Donc, ça sera de la parole rapportée et sûrement pas de la parole inventée, parce que alors ça, pas moi. On a quelquefois tendance à oublier qu'un camp de concentration, c'est rationnel. Bien. Alors, la barbarie aussi est rationnelle. Le crime peut être aussi parfaitement rationnel. Alors, quand on tue pas les gens, il faut se distraire, il faut être propre, il faut faire du sport, il faut entretenir son corps. Quand on massacre le corps des autres, on entretient le sien propre. Alors évidemment, les nazis ont tenu absolument à ce qu'il y ait ici une piscine. C'est facile. Quand on a autant d'esclaves qu'on veut pour la faire construire, en l'occurrence pour la creuser, on fait une piscine. Et c'est là où on voit cette chose absolument folle et insensée, quoi. Pendant, quelquefois il fait beau, hein, quelquefois c'est l'été, ici quelquefois on bronze, quelquefois on se dort au soleil. Bon, pendant que les autres crevaient, les autres faisaient, barbotaient dans cette piscine. Bon, qui d'un seul coup devient quelque chose comme un tombeau, enfin, devient quelque chose comme une image même de la mort, à partir du moment où elle est juste un tout petit peu privée de sa fonction immédiate, c'est-à-dire tout simplement quand il n'y a pas d'eau. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à une fosse commune. Moi, j'ai imaginé si, en prenant le temps et avec un peu d'obscurité, parce que c'était minuit dans le siècle, on pouvait être ici, à Thérésine, donc de nuit, pas dans un délire hallucinatoire ou quoi que ce soit, mais le fait de la solitude, plus de la nuit, peut-être qu'on pourrait encore mieux, non pas cultiver la mémoire ou se faire son petit cinéma mental même, mais simplement être encore un petit peu avec les gens qui sont passés là, quoi. C'est être un petit peu encore avec eux, les prolonger un petit peu, hein, prolonger un tout petit peu leur temps. Alors j'essaie de raconter un parcours, un moment de cette nature-là. Je pense qu'on ne fait pas un roman en sachant à l'avance ce qu'on va écrire. Donc je découvre ce personnage-là. Alors, Julius K, il est tchèque et pragois. Ça veut dire que depuis que les nazis sont entrés à Prague le 14 mars 1939, la mémoire de ce pays est faussée.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre d'histoire fiable, qu'il n'y a pas d'encyclopédie fiable, qu'il n'y a que du on-dit, de la contestation, et évidemment beaucoup d'histoire officielle. Julius est un produit de ça. Ce régime qui a duré longtemps n'a jamais été accepté par les gens qui ont eu à le subir, mais en même temps, ils s'y sont adaptés. Accepter, adapter, c'est pas les mêmes verbes, hein, bien. Julius a un peu collaboré avec les flics. Bon, moi je sais pas, peut-être que c'est un salaud, mais j'en sais rien. Une victime, probablement, mais même ça, j'en suis pas sûr. Bien. Lui-même a des doutes. Alors, il a ce réflexe, mais qui me paraît quelquefois compliqué à mettre en œuvre, mais en tous les cas intellectuellement d'une banalité totale, qui est de dire « dis-moi qui je suis ». Dis-moi qui je suis. En fait, moi, mon histoire commence quand le narrateur, Victor, apprend que Julius, qui encore une fois n'est pas son ami intime, hein, simplement quelqu'un qu'il a connu bien à Prague, qu'on l'a retrouvé mort à peu près ici, bien, dans sa petite tenue étriquée, son petit chapeau, etc. Bon, descendu d'une fenêtre. Alors, est-ce que on l'a poussé, donc ça serait un crime? Est-ce qu'il s'est suicidé? Ça serait autre chose. Est-ce qu'on meurt avec un chapeau melon sur la tête, d'après la mort de Nerval à Paris, passage de la vieille lanterne? Oui, c'est possible. Bon. Victor est intéressé par ça. Mais entendons-nous bien, il n'est pas intéressé comme quelqu'un qui se dit « Oh là là, voilà un alter ego, je vais revisiter l'histoire de mon vieux copain, etc. » Bon, ce qui était fait 42 000 fois et demi dans l'histoire de la littérature, hein, le bon vieux coup du double dans le récit, ça fonctionne à tous les coups, ça marche, et en général les lecteurs aiment ça, bien. Donc il s'agit de faire autre chose. Mais apprenant ça, quand même, au pied d'une maison cubiste, un type qui visiblement a des problèmes avec la compréhension de sa propre histoire, moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu dans quelles conditions, pourquoi, avec quelle nécessité, parce qu'il y a toujours une nécessité, hein, quand on meurt, je veux dire, bon, quand on n'est pas si vieux que ça, quoi, en gros. Comment est-ce qu'on se retrouve écartelé avec un filet de sang éclaté, bon, autour de la tête, à Prague, pas n'importe quand, en 93 ou 94, c'est-à-dire dans un moment où cette ville, cet endroit, pour le meilleur et pour le pire, reprend vie. Bon, ben voilà, ça donne envie de commencer une histoire. En plus, c'est mon quartier. C'est ça qui est intéressant finalement. C'est que d'un endroit minuscule, convivial, relativement agréable, comment la tragédie absolue s'enclenche. C'est-à-dire comment partant d'une histoire privée, on rejoint, ou on peut frôler en tous les cas, la tragédie d'un siècle. Qui est Julius K ? Si je le savais, je n'aurais pas la volonté, le désir d'écrire ce roman-là. C'est l'histoire d'une chute et d'une perte de mémoire, de plusieurs pertes de mémoire. Celle de Julius, qui ne sait plus rien de ses années d'enfance à Thérésine. Celle de tout un pays qui veut ignorer les zones grises de son passé. Celle de Victor, qu'un banal incident de santé va priver de ses souvenirs récents. Alors, c'est du roman.